Bonjour mesdames et messieurs. Je vais permettre de remercier les organisateurs de ce colloque. Et le point que je veux amener là se concentre sur les défis macroéconomiques de la Libra. Donc c'est un sujet qui nous amène une très vaste palette de questions. On pourrait les couvrir en beaucoup plus de temps qu'un quart d'heure. Alors pourquoi ce projet? C'est déjà quelque chose qui a été mentionné. C'est bien fait, c'est pour permettre des paiements plus rapides et moins coûteux. Et surtout le cas lorsque vous faites un paiement d'un pays à un autre. Si maintenant vous devez envoyer de l'argent, surtout dans un pays émergent, si vous l'envoyez 100, il faudra arriver avec beaucoup plus que 100 au début. Donc c'est un coût très substantiel. Il y a aussi une motivation d'inclusion financière, permettre aux gens d'accéder au système financier. Est-ce que ça suffira ou pas? Ça, c'est une question plus ouverte. Pour ces buts tout à fait louables, il y a plusieurs défis, la confidentialité des données, les problèmes de monopole. Si vous avez un système de paiement qui est purement privé et qui est mal régulé ou n'est pas régulé du tout, finalement, il a un poids dominant. Si ça vient d'entreprises qui ont des activités annexes comme Facebook, même si je jure leur grand Dieu que les deux seront séparés, on peut avoir un scepticisme. Et ces questions sont plus fortes que les contours du projet sont encore assez flous. C'est vraiment quelque chose qui évolue. Il n'est par exemple pas très clair de savoir si en tant que privé on détient Libra, est-ce qu'on a vraiment un actif sur l'association qui est à Genève? Je crois comprendre que ce n'est pas le cas. En fait, vous détenez un actif sur un wallet provider, on dit, donc un intermédiaire qui lui-même aura, pas directement mais après quelques étapes, l'avoir sur Genève. Et donc qu'est-ce qui se passe si cet intermédiaire tout d'un coup n'est plus là? Ça reste des questions encore ouvertes. Sur quoi j'aimerais me concentrer, c'est les défis pour les banques centrales. Et les points que je veux établir sont les suivants. Tout d'abord, il y a des contraintes sur la politique monétaire. Et là, il y a un travail de recherche très intéressant récent par Benigno, Schillig et Uhlig. Donc, je vous en donnerai les points clés sans partir dans les détails techniques. Un autre point qui me fait souci, c'est est-ce qu'un système comme la Libra peut amener encore plus de pression sur ce qu'on appelle les actifs sûrs. Donc, ce sont des obligations avec très faible défaut de paiement et très liquides. C'est notamment des bons du trésor comme des pays comme l'Allemagne, les États-Unis ou la Suisse. Et on a déjà beaucoup de pression, donc si on en ramène encore plus, ce n'est pas bon signe. Un autre souci, c'est qu'on peut avoir une convergence de l'équilibre, du monde de l'équilibre des dénominations des prix, un système en fait qui serait inefficient. Et là, je vais me reposer sur ce que la recherche sur l'utilisation des monnaies dans le commerce international nous a montré, où il peut y avoir des équilibres multiples, mais certains sont mieux que d'autres. Et puis, un dernier souci, c'est qu'un système comme la Libra pourrait mettre les bâtons dans les roues dans les institutions des pays émergents, je pense aux banques centrales, qui se sont énormément améliorées, qui ne sont peut-être pas encore au niveau de ce qu'on a dans les pays avancés, encore qu'elles n'en sont pas si loin, dans certains cas. Mais est-ce que le système de la Libra pourrait faire en sorte que si vous n'êtes pas au top, eh ben, en fait, vous n'existez plus, et ce qui serait très inefficient. Alors, le premier point que je vais faire, c'est l'impact sur les taux d'intérêt, en me basant sur ce récent papier de recherche. Alors, pour faire simple, prenons un cas où il y a deux pays, la Suisse et l'Union européenne. Okay. Chacun a sa monnaie, l'euro et le franc suisse, qui sont utilisés domestiquement, mais qui ne sont pas utilisés dans l'autre. Donc, en Suisse, j'utilise le franc suisse. Je pourrais utiliser l'euro comme cash, mais ça ne va pas être très pratique, surtout si ce n'est peut-être pas dans les zones proches de la frontière, où il y aura peut-être une décote. Donc, ce sera plus facile d'utiliser le franc suisse. Et puis, mettons dans ce système une troisième monnaie, qu'on appellera la Libra, qui peut être utilisée partout. Donc, vous avez trois monnaies. Il y a trois taux de change. Okay. J'ai noté là, le premier, ce S, suivi franc euro, c'est le taux de change qu'on connaît tous entre le franc suisse et l'euro. Mais comme il y a la Libra, il y a deux autres taux de change supplémentaires que j'indique par la lettre Q. Le taux de change entre franc suisse et Libra et le taux de change entre euro et Libra. Alors, il y a une relation entre ces trois, simplement qu'un des taux de change par rapport à la Libra est simplement le produit des deux autres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on est dans une situation où la Libra est utilisée dans les deux pays, les monnaies nationales aussi, et puis, et c'est important, les monnaies vous donnent le même service de liquidité. Donc en Suisse, que j'utilise un franc suisse ou une Libra, c'est tout aussi facile. L'euro, c'est beaucoup plus difficile, c'est pour ça que d'habitude, je ne l'utilise pas. Alors si j'utilise la Libra et le franc suisse, et que les deux sont finalement équivalents, eh bien, on doit avoir le fait que le taux de change Libra-franc suisse doit être constant. Parce que si ce n'était pas le cas, je me dirais la Libra, qui finalement est tout aussi bonne que le franc suisse, va prendre de la valeur. Pourquoi est-ce que je m'embêterais à utiliser du franc suisse? Cette monnaie disparaîtrait. Donc, le fait que vous avez une monnaie qui va être utilisée dans les deux pays vous amène un lien très fort entre le franc suisse et l'euro au final. Puisque vous avez le taux de change franc suisse Libra qui est fixé,
Même chose du côté de l'euro, donc le taux de change franc-suisse-euro est constant. Vous vous retrouvez dans un système de taux de change fixe sans vraiment l'avoir voulu. Et qu'est-ce qui se passe si le taux de change est constant? Eh bien, les taux d'intérêt en francs suisses et en euros doivent être les mêmes. Donc, ce système vous amène à une perte d'autonomie monétaire. Ce qui est toujours le cas lorsque vous avez un taux de change fixe. Par exemple, si vous fixez par rapport au dollar, vous importez la politique de la Réserve fédérale, et là, ça se produit quasiment automatiquement. Alors, ce raisonnement reposait sur le fait que la Libra est utilisée dans les deux pays, mais est-ce que c'est nécessairement le cas? Pas forcément, et pour ça, il faut comprendre quand sont les situations où une monnaie ne va pas être utilisée. Ou alors, pour mettre ça dans un autre angle, est-ce que ce lien très fort entre les deux taux d'intérêt peut être cassé? La réponse est oui, mais seulement dans un sens. Alors pour comprendre ça, il faut revenir à la demande de monnaie classique. Alors la monnaie a un coût, c'est qu'elle ne rapporte pas d'intérêt. Okay. Donc ce coût, c'est la lettre petit i pour taux d'intérêt. Si vous détenez du cash et plutôt que des obligations, vous oubliez ce taux. Mais elle a un avantage, la liquidité qu'elle procure, ce que la lettre L dénote. Et donc vous pouvez acheter avec du cash, vous ne pouvez pas acheter avec des bons du trésor. Et donc, dans tout modèle monétaire, vous allez avoir cette inégalité faible qui vous dit que si cette relation est à une inégalité, la monnaie n'est pas utilisée. Ce qu'elle apporte comme liquidité n'est pas suffisant. Par contre, si vous avez l'égalité, la monnaie est utilisée. Et c'est ce que vous avez dans tout modèle monétaire. Alors, si les monnaies nationales sont utilisées domestiquement et que la Libra est utilisée, comme on l'a dit, les taux d'intérêt sont égalisés partout, pas d'autonomie monétaire. Si un pays se dit, ça ne va pas, j'augmente mon taux d'intérêt, ben du coup, ma monnaie domestique va être très coûteuse à utiliser, et donc elle ne le sera plus. Donc ça, vous ne pouvez pas faire, à moins de vouloir disparaître. Mais vous pouvez faire l'inverse. Dire, je vais baisser mon taux d'intérêt, ce qui va rendre l'utilisation de ma monnaie plus intéressante. C'est faisable. Là, je vous présente juste sous forme d'une relation. Il y a tout un raisonnement dans le papier en question qui vous amène là. Mais alors, si donc, les pays veulent faire ça chacun de son côté, vous avez une sorte de course à la baisse des taux d'intérêt et puis à la limite de zéro. Donc, c'est un système qui vous pousse encore plus vers un taux d'intérêt contre la limite avec tous les inconvénients que ceci amène. Et si en plus, la Libra est adossée à des actifs qui génèrent eux-mêmes un rendement, la situation devient encore un peu plus compliquée. Mais passons. Le point suivant, c'est de porter la Libra dans le contexte de la littérature sur les actifs sûrs. Alors, c'est quoi un actif sûr? C'est un actif qui va garder sa valeur même en cas de crise systémique. Systémique est important. Donc, un avoir sur une entreprise n'est pas forcément un actif sûr, puisque l'entreprise peut faire faillite. Qu'est-ce qu'on entend par ces actifs sûrs? Il y a toute une littérature en économie internationale là-dessus. C'est essentiellement la dette de gouvernements sont grands ou avec une bonne situation budgétaire. L'actif sûr standard, c'est le bon du Trésor américain. Alors, il n'est pas impossible que ça me fasse défaut un jour. Mais si c'est ça qui arrive, tout le reste aura lâché avant. Donc, c'est un peu la dernière défense. Vous avez la dette souveraine allemande aussi et suisse. Et en fait, il y a une très forte demande depuis une dizaine d'années pour ces actifs sûrs. Et en fait, c'est une des causes majeures, voire la cause de la très forte baisse des taux d'intérêt qu'on voit. On dit souvent que c'est à cause des banques centrales qui font des taux très bas, mais il faut voir que les banques centrales sont contraintes par une tendance de fonds très très lourde qui vient notamment de ces actifs sûrs. Beaucoup de pays, par exemple les pays émergents, veulent détenir ces actifs sûrs dans leurs réserves de change et ça fait une pression. Alors la Libra, là-dedans, elle arrive comme un panier, ce qu'on appelle en anglais un currency board. C'est un système qui existe dans plusieurs pays, par exemple en Bosnie-Herzégovine, où la monnaie nationale est complètement adossée sur l'euro. La Banque centrale de Bosnie-Herzégovine a suffisamment d'euros dans ses coffres pour couvrir entièrement la monnaie locale. Il y a eu d'autres pays qui ont connu ce système dans le passé. C'est quelque chose qu'on connaît bien en économie. C'est en fait un taux de change fixe et c'est le pas avant d'adopter finalement la monnaie du voisin. Alors, chaque Libra serait adossé sur un panier d'actifs sûrs, puisqu'évidemment, il faut instiller la confiance. Mais donc, ça va vous générer une très forte demande supplémentaire pour ces actifs, ce qui va pousser les rendements encore plus à la baisse et va amplifier le problème des taux d'intérêt bas, voire négatifs. Et ce qui amène aussi un problème de fonctionnement, puisque beaucoup de ces actifs sûrs ont un rendement négatif. Par exemple, une obligation de la Confédération à 10 ans, aujourd'hui, vous devez payer 0,7% par an pour la détenir. Donc, les taux d'intérêt allemands sont aussi également à des valeurs négatives. Mais alors, qu'est-ce que ça implique pour un système comme la Libra? Mettons qu'on émet 100 Libra, on les adosse sur 100 francs suisses. Okay.
On détient ces 100 francs en obligation de la Confédération. Mettons qu'il y a un rendement négatif d'1%. Donc, au bout d'une année, il n'y a plus que 99 d'actions. Mais il y a toujours les 100 libras. La première question, qui prend la perte? C'est peut-être l'association. Mais plus que ça, quand on arrive à cette situation, la libra n'est plus couverte. Donc, il va falloir racheter encore des actifs sûrs pour remplir. Et quand vous en rachetez, ça pousse les taux d'intérêt encore plus à la baisse. Donc, c'est une sorte de cercle vicieux. C'est comme si vous êtes un magasin et plus vous vendez cher, plus vous avez de clients. Alors, quand vous êtes vendeur, c'est super. Mais quand vous avez un système comme la libra, c'est que vous allez pousser à la baisse le rendement de l'actif sur lequel vous vous reposez. Ce qui va encore rendre le problème des taux bas encore plus marqué. Point suivant, il y a un risque d'équilibre multiple. Et là, on a un enseignement qui vient de la littérature sur le commerce international et l'usage des différentes monnaies. Et dans ce contexte, l'idée, c'est de dire que les prix des biens et services ne s'ajustent pas automatiquement. Donc, il y a des prix inertiels, sticky prices, comme disent les Anglais. Et lorsque les prix ne peuvent pas bouger tout de suite, mais seulement après 6 mois, la monnaie dans laquelle vous exprimez le prix sur le contrat devient importante. Puisque si je fixe le prix en francs suisses ou en euros et que le taux de change bouge, au final, c'est différent. Alors, c'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié en macroéconomie internationale. Et un des messages, c'est que vous pouvez arriver dans des situations où il y a plusieurs équilibres. Okay. Par exemple, le premier cas, on pourrait se dire que les exportateurs suisses mettent leur prix en francs suisses. Après, j'expédie en France. Si le taux de change bouge, le prix en euros en France va bouger. Qu'est-ce qui se passe dans ce contexte? Lorsque le taux de change bouge, les prix des biens importés varient, donc les prix relatifs entre domestiques et importés varient. Ce qui est en fait une réponse efficiente aux différents chocs économiques. Donc le taux de change a un effet sur les prix, ça veut dire qu'il est utile comme outil et les banques centrales l'utilisent en faisant des politiques monétaires indépendantes. Mais vous pouvez avoir un deuxième cas de figure, où l'exportateur suisse dit « je fixe le prix en euros ». Donc si le taux de change bouge, c'est moi qui prends. Alors le taux de change ne va plus affecter les prix, il ne va plus permettre une réallocation de la demande entre différents pays. Et en fait, comme cet outil ne sert plus à rien, les banques centrales ne vont plus l'utiliser. Et vous vous retrouvez dans un modèle simple avec un change fixe, en fait, mais sans qu'il y ait un choix conscient derrière. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces deux cas de figure sont des équilibres. Dans chaque cas, on dit pour le premier cas, on dit à l'exportateur suisse, écoutez, le taux de change bouge, et on va dire, ok, donc je suis content de choisir du franc suisse, comme ça je suis tranquille. Et dans l'autre cas de figure, l'exportateur va vous dire, le taux de change ne bouge pas, donc je suis content de maintenir mon pricing en euros. Mais en fait, le deuxième cas est pire, parce que vous perdez la transmission via le taux de change. Donc vous pouvez avoir des équilibres multiples, mais certains sont mieux que d'autres, sont plus efficients. Et si on transpose ça dans le cas de la libra, c'est que si tout le monde utilise la libra, on va se retrouver dans une situation un peu comme le cas numéro 2, sauf que ce ne sera pas juste le cas pour le commerce international, mais pour toutes les transactions. Donc finalement, on va tous se retrouver à utiliser la même monnaie. On va perdre les taux de change comme outil d'ajustement. Alors, ce n'est pas des outils parfaits. Les taux de change ont leurs humeurs. Ils ne font pas exactement ce qu'ils devraient faire. Mais ça vous permet quand même d'avoir une autonomie de politique économique. Avec la libra, elle disparaîtrait. Et ce qui pourrait être très délicat, c'est qu'en fait, ça pourrait arriver sans qu'on le veuille vraiment. Ce que j'entends par là est la chose suivante. Si vous prenez un système où toutes les monnaies existent, et comme acteur individuel, je vais me dire, je prends le monde tel qu'il est comme donné, mais moi, de mon côté, je vais utiliser de la libra. Mais on fait tous ça, alors que si on le fait tous, le monde tel qu'il est, ben, il ne sera plus tel qu'il est. Il va changer. Donc, individuellement, je ne change pas le système, mais la somme de nos actions individuelles, en équilibre général, va changer le système. Donc, on se retrouve en fait dans le cas numéro 2 où on perd cet outil sans l'avoir vraiment souhaité et en le regrettant au final. OK. C'est ce que le dernier... Non. Avant, mon dernier point, au niveau du développement institutionnel, qui est un point lié. Donc, la libra pour les pays avancés comme la Suisse ou la zone euro, je ne pense pas que ça change grand-chose. On a un système de paiement qui fonctionne bien, qui n'est pas parfait, mais quand même. Et donc, je ne pense pas que c'est là que ça va s'établir. Par contre, il y a des pays émergents où les institutions, notamment la Banque centrale, ne sont peut-être pas aussi pointues et aussi développées que chez nous. Et donc, la question se pose. Cela dit, en passant, beaucoup de pays émergents ont fortement développé leurs institutions dans le récent passé, et bien d'entre eux ont des capacités, des compétences dans le staff, dans l'organisation, qui finalement ne sont pas si lointaines de celles des pays avancés. Et donc, on n'est pas du tout dans une situation où il y a des pays avancés qui ont de superbes institutions et tout le reste est très loin derrière. La distance est en fait assez proche.
Mais alors, si vous êtes là, les institutions sont bonnes, pas parfaites, bah, développons-les. Et permettons à ces pays d'avoir vraiment une politique monétaire indépendante. Le problème, si vous mettez la Libra, chaque agent, individuellement, va se dire, ben oui, alors, ma banque centrale fait un bon boulot, elle n'est pas parfaite, mais bon, finalement, si j'utilise la Libra, je serai un peu mieux. Pas de beaucoup, mais je préfère faire ça. Et tout ce que vous avez, c'est qu'il y a un gain individuel modéré, mais si tout le monde le fait, la banque centrale, finalement, perd son pouvoir, puisque plus personne ne veut utiliser sa monnaie. Et donc, au final, on se retrouve à une situation où il y a quelques banques centrales avancées, et puis tout le reste a disparu. Alors qu'en fait, on avait avant des banques centrales dans les autres pays qui n'étaient peut-être pas aussi avancées, mais qui n'en étaient pas loin et qui faisaient leur travail quand même très bien. Donc le risque qu'il y a, c'est que cette perte d'autonomie monétaire se voit surtout dans les pays émergents. Et on risque vraiment d'amplifier le problème d'un monde à deux vitesses avec ça. Autre point, la pression pour les CBDC, donc les Central Bank Digital Currency, donc les crypto-monnaies, mais faites par des banques centrales. Alors, les banques centrales regardent la possibilité de créer tout ça. Elles le considèrent, elles ne sont pas super enthousiastes, elles prennent leur temps. Ce sont des institutions quand même qui sont assez conservatrices à juste titre. Là, je pense que Virgile va nous en parler plus dans sa présentation. Un papier intéressant par Dirk Nippel de Gersensee, il dit mais la Libra pourrait en fait les pousser à agir beaucoup plus vite. Okay. Et j'ai mis là le lien sur le site Vox.eu, qui est un site de commentaires et de présentation de recherche économique non technique, et qui a entre autres, une partie du site était dédiée à un débat sur la Libra. Donc beaucoup d'économistes postent des petits articles assez courts, si vous voulez creuser, c'est un assez bon endroit. Donc l'idée veut dire, mais si quelqu'un va de toute manière faire une monnaie digitale, autant que ce soit nous, les banques centrales. Donc il est possible que la Libra, même si elle ne se fait pas, pousse les banques centrales à faire ceci. Alors, créer votre monnaie digitale, ce n'est pas si facile. Et le risque que je verrais, c'est que les banques centrales des pays avancés soient plus à même que le faire. Et de nouveau, là, on aurait un écart qui se creuserait entre les banques centrales des pays avancés et les émergents, qui resteraient avec soit leur propre monnaie traditionnelle ou la Libra. Cela dit, il y a des efforts pour permettre de partager les innovations technologiques, notamment par le biais de la Banque des règlements internationaux à Bâle, qui développe ce hub d'innovation. Alors, pour répondre à la question de ce thème, est-ce que c'est le glas des banques centrales? Non, mais certainement une pression, mais une pression très hétérogène. Donc, si on a une monnaie globale qui apparaît, ça va restreindre l'autonomie de la politique monétaire dans les différents pays. Donc, on se retrouve dans un taux de change fixe, mais un taux de change fixe qui finalement n'est piloté par personne. Alors comme moins dans la zone euro, oui, il y a tout un change fixe, mais il y a une banque centrale qui se préoccupe de l'ensemble de la zone. Donc il y a au moins un acteur aux commandes. Je pense que le problème n'est pas tant dans les pays avancés, mais plus dans les pays émergents et qui pourrait finalement leur mettre les bâtons dans les roues dans le développement d'institutions de politique économique. Ce qui me fait grand souci parce qu'on aurait du coup un monde vraiment scindé en deux parties. Et puis, ça peut peut-être amener des pressions à la création de monnaie électronique, de crypto-monnaies de banque centrale, mais là aussi, il y a un risque de divergence entre pays avancés et émergents. Voilà, ça conclut ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention.